Le grand oral sur i24 News, seconde partie, avec ce soir Michel Onfray de retour dans notre studio pour un nouvel ouvrage, Anima, vie et mort de l'âme. C'est paru chez Albin Michel. Merci Michel Onfray d'être à nouveau chez nous. Toujours à mes côtés pour vous interroger à Paris, Clément Vérénal, journaliste, et Lomire Laprès, militante écologiste. Avec cette annonce que vous nous disiez tout à l'heure, Michel Onfray, que votre prochain ouvrage sera consacré à la vie de Jésus. On sera évidemment très heureux de l'évoquer avec vous dès sa sortie. En attendant, je voudrais maintenant donner la parole à Lomire Laprès, qui a plusieurs questions à vous poser autour de Anima, vie et mort de l'âme. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour Michel Onfray. Vous dites à un moment dans votre livre, en gros, que la créolisation du monde amène de la violence et donc amène la loi du plus fort et donc amène un projet fasciste. Or, aujourd'hui, on le voit, les forces fascisantes qui sont actuellement au pouvoir en Occident, je pense à Bolsonaro, Trump, entre autres, ont plutôt pour projet exact de mettre fin à cette même créolisation et donc et prône un retour à cette espèce d'homogénéité fantasmée nationale. Donc moi, ma question, c'est que vous ne pensez pas finalement que la lutte contre cette créolisation, c'est-à-dire contre l'intégration de nouvelles personnes dans nos sociétés, c'est pas plutôt ça qui mène au fascisme? Et si oui, pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? D'abord, je ne parle pas de ce dont vous me dites que j'en parle. Je n'ai jamais dit, moi, que je pensais ça. J'ai dit que la créolisation pensée par Édouard Glissant, c'est la pensée d'Édouard Glissant que vous me mettez là sous les yeux et pas la mienne, c'est Édouard Glissant qui nous dit que la créolisation, elle peut théoriquement se faire sans violence, mais que dans l'histoire, à chaque fois qu'elle a eu lieu, elle s'est faite avec violence. Donc c'est pas moi qui dis que la créolisation est violente, c'est Édouard Glissant lui-même. C'est le promoteur du concept lui-même qui nous dit que la créolisation produit et génère la violence, passe pour la violence. Une violence révolutionnaire, et en tant que sartrien, ce qu'il était, lui, il estime que la contre-violence n'est pas une violence, que c'est juste la réponse à la violence du capital. Ça, c'est pas ce que je pense, moi, d'une part. D'autre part, j'ai pas dit non plus que la créolisation conduisait au fascisme. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Moi, je suis pas de ceux qui utilisent le fascisme comme une insulte. Je suis de ceux qui estiment que le fascisme a une définition historique et que traiter de fasciste quiconque ne pense pas comme vous, c'est juste reprendre le vieil argument de Staline qui estimait qu'il y avait des staliniens et qu'ils étaient formidables et que quiconque n'était pas stalinien était un fasciste. Donc je n'ai jamais dit d'Édouard Glissant qu'il était fasciste. Je n'ai jamais dit que la créolisation conduisait au fascisme. J'ai effectivement dit que ça conduisait à la violence, comme son promoteur, Édouard Glissant, nous dit qu'effectivement, ça fonctionne. Lomire. Alors, ok, très bien. Donc, pardon si c'est moi qui ai mal lu. Ma question, c'est la lutte contre la créolisation produit aussi de la violence, finalement. Et donc, pourquoi ne parlez-vous pas de cette violence qui est induite par la lutte contre la créolisation? J'entends que le process... D'accord, très bien. Est-ce que je peux passer à ma prochaine question? Vous avez raison, c'est-à-dire quand Je vous en prie, Lomire. Michel Onfray, vous voulez rajouter quelque chose à cette question? Non, juste une chose, c'est que moi j'ai fait des centaines de conférences et il y a toujours, après la conférence qui est faite, quelqu'un qui pose la question, mais vous n'avez pas parlé de ceci, vous n'avez pas parlé de cela. C'est vrai, par définition, si on passe 2 heures à faire une conférence sur, je sais pas quoi, sur les essais de Montaigne, il y a toujours quelqu'un qui nous dit, mais vous ne nous avez pas dit, par exemple, l'importance que Montaigne a eue pour Spinoza. Bah oui, évidemment, c'est pas le sujet. Mais je veux bien faire une conférence sur l'influence que Montaigne a eue sur Spinoza, et là je pourrais effectivement faire un livre sur le sujet dont vous m'entretenez, en disant, oui, bien sûr qu'il y a des violences qui sont faites à l'endroit de ceux qui font la promotion de la créolisation. Ça, je ne l'ai jamais nié. Vous ne trouverez aucune ligne chez moi qui dirait le contraire. Je suis opposé aux violences. Je suis plutôt un lecteur de Camus qu'un lecteur de Sartre. Et je pense que la créolisation est impossible à éviter. C'est ainsi. C'est le monde. C'est la démographie qui fonctionne comme ça. C'est la possibilité de se déplacer facilement. Vous prenez un avion, 8 heures plus tard, vous êtes à l'autre bout du monde. Donc effectivement, ce sont des considérations qu'il faut avoir. Le monde s'est rétréci et il s'est rempli d'une humanité qui était impensable il y a encore 2 siècles. Donc c'est la nature des choses qu'il y ait une multiplication des hommes et qu'il y ait des violences de part et d'autre. Je conviens avec vous qu'il y a des violences de part et d'autre et que de fait, ce livre qui était un livre sur l'âme n'a pas abordé cette question-là et c'est un livre qui reste à faire. Juste pour conclure sur ce thème-là, puisque Lomire l'a lancé, pour vous la situation actuelle c'est une créolisation ou un grand remplacement pour employer une autre expression utilisée par d'autres?
Moi, je trouve que la créolisation, c'est le grand remplacement de la gauche, et qu'ils disent la même chose. C'est-à-dire, il y en a un qui... Enfin, il y a un Zemmour qui trouve que c'est une catastrophe, et il y a un Mélenchon qui trouve que c'est formidable. Pardon ? C'est le mot de Mélenchon, créolisation. Non, c'est le mot d'Édouard Glissant. Oui, c'est un mot que sur le terrain politique, c'est Mélenchon qui l'utilise. Édouard Glissant. Ah bah oui, enfin, il l'utilise dans le sens où Édouard Glissant l'utilise, enfin comme Édouard Glissant l'utilise. Il a théorisé, c'est le grand concept d'Édouard Glissant, et Mélenchon le reprend. C'est comme la décivilisation, qui est un concept de Norbert Elias, repris par Renaud Camus et utilisé par Emmanuel Macron. À l'origine, c'est un concept fabriqué par Édouard Glissant, qui était un intellectuel haut de gamme, donc lecteur de Sartre, donc ami de Deleuze, de Guattari, de Foucault, etc., etc. Et il a théorisé ce concept. Alors après, Jean-Luc Mélenchon arrive sur scène et en fait un usage en nous disant que c'est formidable et qu'il faut vouloir ça, très bien. Moi je le prends au mot en disant attention, au-delà d'un usage cosmétique sur les estrades, il y a une théorie, et elle est sérieuse chez Édouard Glissant, et Édouard Glissant nous dit un certain nombre de choses sur ce sujet-là, notamment le fait qu'elle soit violente, qu'elle soit intrinsèquement violente. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas autre chose que ce que Édouard Glissant lui-même, créateur du concept, écrivait. Lumière d'après. Merci pour votre réponse. Je reviens sur ce dont Benjamin a parlé au tout début, qui est en effet une citation qui m'a un peu interloquée. Quand vous dites « le transhumanisme de demain attend son heure, le futur est à l'homme déconstruit ». Donc ma question, elle est sur le lien que vous faites entre des personnes qui investissent le transhumanisme comme une technologie, donc je pense par exemple à Elon Musk et consorts, donc qui est extrêmement ultra-libéral, et la déconstruction sociale qui est plus quelque chose qui est porté par une gauche écolo, décroissante, peu importe les attributs qu'on veut lui donner. Donc j'entends tout à fait les quelques exemples que vous mobilisez. Je pense par exemple à la GPA, et là encore je tiens à le dire, toute la gauche n'est pas alignée sur la GPA. On est nombreux à penser que c'est un problème et que ce n'est pas un sujet simpliste. Mais au-delà de ces questions, je pense qu'il y a quand même des différences fondamentales entre ces différents mouvements, l'écologie décroissante et l'ultralibéralisme qui fait de tout corps une marchandise. Donc ma question, c'est pourquoi est-ce que vous mêlez les deux au-delà de ces questions comme la GPA par exemple, qui ne sont pas centrales dans ce que propose la gauche aujourd'hui quand même? Bon, d'abord, j'ai fait 500 pages sur l'âme en démarrant de la préhistoire et en finissant avec Elon Musk. Je veux bien que le sujet ce soit ça, allons-y, pourquoi pas, je suis pas contre. Mais j'ai écrit un livre qui est à venir aussi là-dessus, qui s'appelle « La fétichisation de la marchandise » pour répondre à votre question. Si vous lisez aujourd'hui Huxley et le meilleur des mondes, vous verrez que nous y sommes. Et que ceux qui défendent ce meilleur des mondes, c'est pas la droite, ce sont pas les fascistes, c'est pas l'extrême droite, ce sont pas ces gens-là, c'est la gauche. Donc il y a un moment donné où on se dit, rappelez-vous l'histoire du cheval de Troie, il y a un moment donné où quand le cheval de Troie rentre dans Troie, on ouvre les flancs du cheval et puis à ce moment-là descend l'armée qui fait le travail que vous savez. Eh bien, je pense aujourd'hui qu'on démarre avec de bonnes considérations. C'est toujours pour de bonnes considérations qu'on vous dit qu'il ne faut pas manger de la viande animale, parce que la viande animale, elle est produite avec la souffrance des animaux, les exploitations des animaux, avec la douleur des animaux, etc. Donc on part d'une idée défendable. Tout le monde, personne n'a envie de faire souffrir les animaux. Donc on commence à arriver au végétarisme, puis on commence à arriver au véganisme, puis on dit mais oui, mais les véganes, ils aiment bien quand même le steak de soja, ils aiment bien le lait de soja, ils aiment bien le fromage de soja. On se dit c'est drôle, les véganes reprennent les mots qui devraient faire peur. Le steak, le lait, la viande, enfin tout ça relève du vocabulaire carnivore. Et puis on se dit que, in fine, et on avance, on se dit tiens c'est drôle, les gens qui travaillent sur la viande artificielle sont des gens qui sont des capitalistes outranciers. Tous ces gens qui veulent faire de la culture cellulaire pour faire du steak cellulaire, en nous disant mais quand on aura du steak cellulaire, il n'y a pas de problème, si vous faites évoluer une tumeur animale et que vous mangez la tumeur animale, vous aurez l'avantage de la viande sans les inconvénients de la viande. Et qui est derrière ce genre de choses? Je ne vais pas donner de nom, hein, j'ai pas envie d'avoir des procès. Enfin, vous avez des grands patrons de journaux qui se retrouvent derrière justement les entreprises qui fabriquent de la viande artificielle dans les laboratoires. Alors évidemment, c'est le remplacement de toute la paysannerie par l'industrie. Mon point, c'est que j'entends ce que vous dites, mais pour moi, c'est pas parce que le capitalisme et le néo-capitalisme se saisit de toutes les opportunités bonnes pour faire du profit que c'est la faute des personnes qui ont alerté
sur, en l'occurrence, la réalité du dérèglement climatique et l'importance d'arrêter d'importer du soja pour nourrir des bêtes parce que ça déforeste. Donc mon point, il est que il y a bien évidemment que le monde capitaliste va se saisir de toutes les opportunités de marchandiser. Mais ça n'est pas ce que nous prônons. Et quand je dis nous, je m'inscris dans le mouvement écolo parce que moi, je suis militante écolo en l'occurrence. Et donc, je ne sais pas si ça, vous l'avez en tête. Ça n'est pas de notre fait et nous ne l'appelons pas de nos voeux, surtout. Michel Onfray, je vous laisse répondre 1 minute et après, on va avancer. Au contraire, on appelle à une meilleure régulation. Oui, vous savez, moi j'ai parlé du cheval de Troie, hein, ça suppose la ruse. Et je pense que vous êtes victime de la ruse du capitalisme dans cette aventure. Je ne vous mets pas en cause vous, je ne vais pas vous insulter vous personnellement, mais le concept d'idiot utile fonctionne très bien dans cette configuration. Moi je ne vous mets pas en cause, je pense que vous avez de bonnes intentions, de bonnes idées, mais que derrière effectivement vous avez un capitalisme qui vous récupère et que vous travaillez pour ces gens-là. Et que l'homme de gauche que je suis pense qu'effectivement la gauche ça se définit par la résistance au capitalisme et notamment à la réification, c'est-à-dire à la transformation de tout en marchandise. Moi j'aime bien par exemple José Bové, parce que vous dites nous les écologistes, mais vous dites, qui sont les écologistes? Des gens qui sont écologistes à la marge, hein, des gens qui travaillaient avec Juppé. Et puis vous avez des écologistes qui sont des complotistes qui attendent la fin du monde, en passant par des écologistes de droite, des écologistes de gauche, donc il y a un peu tout dans l'écologie. Il y a juste un moment donné où moi j'aimerais qu'on entende un peu plus, par exemple, José Bové qui nous a dit à un moment donné, mais on ne peut pas lutter contre les OGM pour le blé, pour le maïs, et puis en même temps trouver que d'une certaine manière les OGM pour les humains, ce serait juste et défendable. Donc ce sont des voix écologistes que j'aime entendre moi aussi pour nourrir ma pensée. Bien. Pour clore ce chapitre, je vais vous proposer, Michel Onfray, quelques questions maintenant pour commenter notre monde et l'actualité, puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Michel Onfray, on découvre dans cet ouvrage les réflexions du philosophe sur l'âme, sur l'homme, mais on entend aussi régulièrement Michel Onfray, et c'était le cas ce soir d'ailleurs, commenter l'actualité politique. Alors vous allez me dire oui, c'est parce qu'on me pose la question. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des tentations de votre part peut-être de vous engager un peu plus sur le terrain politique, c'est-à-dire pourquoi pas un candidat, Michel Onfray ? Ah non, mais ça je le dis depuis des années. Et ça fait des années qu'on me le demande, et ça fait des années que je dis non, et ça fait des années que j'explique qu'il faut des compétences que je n'ai pas pour faire de la politique politicienne, des désirs et des envies que je n'ai pas moi non plus, et je ne veux être candidat à rien du tout. J'ai créé une université populaire pour lutter contre les idées de Jean-Marie Le Pen en 2002. Il y a 5 ans, les hommes politiques qui rendaient possible la chose en me prêtant des salles pour que je puisse donner mon cours à 1200 personnes m'ont supprimé mes salles, France Culture m'a viré, le service public ne m'invite plus, etc. Donc je recrée une université populaire dans mon village natal, parce que je pense qu'on peut faire de la politique autrement. Moi je crois à l'éducation populaire. Je crois que, je veux dire, moi je l'ai beaucoup dit, mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, et je pense qu'on doit pouvoir donner de la culture aux gens à qui on n'en donne pas habituellement, et que très peu de gens font ça. Il y a beaucoup d'argent dans la culture, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de politiquement correct, et si vraiment on a envie de faire de la politique, alors on éclaire les citoyens, parce que Condorcet le disait très bien, l'élection c'est formidable, mais il faut des électeurs qui soient informés, et pour avoir des électeurs informés, il faut faire de l'éducation populaire. Et ma façon à moi de faire de la politique, c'est d'être dans l'éducation populaire, pas du tout d'être candidat je ne sais quel poste. Clément Vérénal. Oui, alors ma question s'adresse donc à l'homme de gauche, que vous êtes, pas l'homme politique, mais l'homme de gauche revendiqué que vous êtes. Alors dans l'actualité de la semaine qui vient de s'écouler, hein, et des autres semaines, on assiste donc depuis quelques temps au sursaut d'une nouvelle gauche, d'une gauche, je ne sais pas d'ailleurs comment l'appeler, une gauche non wokiste, une gauche non nupiste, non républicaine, en tout cas une gauche qui ne veut pas du passé faire table rase, autour notamment de Bernard Cazeneuve. Alors, je vous ai écouté attentivement, et vous, à propos donc de cette reconstitution d'une gauche républicaine, vous avez déclaré chez nos excellents confrères d'Europe 1 que vous aspirez à cette gauche, mais que vous n'y croyez pas. Alors vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, parce que moi je suis d'une gauche anti-marxiste, je suis d'une gauche libertaire, ma gauche c'est celle de Proudhon, mais je ne suis pas pour une gauche social-démocrate jacobine. Et là, vous dites que c'est une nouvelle gauche, moi je pense que c'est la vieille gauche, c'est le retour de Hollande. On va être obligé de faire de la politique politicienne, mais le seul vrai présent à cette manifestation, c'était un absent, et c'était François Hollande, qui croit toujours à son bon destin et à sa bonne étoile. Donc cette gauche-là, elle est très proche de la droite maastrichtienne pour moi, on la voit au pouvoir
depuis 1983, depuis que Mitterrand a cessé d'être de gauche, pour devenir le libéral que l'on sait. Et ça, c'est pas ma gauche, justement, parce que je pense qu'il faut avoir le souci des simples, des humbles, des ouvriers, des travailleurs, des pauvres gens, y compris des marges dont nous parle la NUPES. Moi, je suis pour aussi que ces marges-là soient partie prenante de ce peuple, mais pas à l'exclusion d'un autre petit peuple qu'on aura ou qu'on aurait oublié. Donc je pense qu'on peut aujourd'hui refaire une gauche républicaine. Si vous voulez une référence, moi je suis resté chevènementiste. Je pense qu'on peut rester dans des logiques... Alors Jean-Pierre Chevènement est un ami et on se chamaille la plupart du temps sur la question du jacobinisme et du girondisme. Moi je pense que ça repasse, la gauche, la refondation de la gauche repasse par une disparition du jacobinisme. Il faut redonner du pouvoir aux provinces, aux régions, pourquoi pas avec des parlements. Il faut qu'il y ait un communalisme libertaire. Sans quoi je pense qu'il y a plein de choses à voir avec les écologistes. Les écologistes étaient un temps sur cette question-là, sur la question de l'autogestion, sur la question des provinces, des campagnes. Et il y a tout un travail à faire qui ne passe pas par la social-démocratie de type François Hollande. Clément. D'accord, mais enfin, il y a aussi des questions, parce que vous nous parlez de jacobinisme, de régionalisme, ce sont des questions universitaires, hein, que les étudiants connaissent bien. Il y a des questions plus brûlantes en ce moment qui fâchent. Vous dites aussi, d'ailleurs, à propos de cette nouvelle gauche, vous dites qu'il n'y a pas de différence de nature avec l'extrême gauche, hein, il y a juste une petite différence de degré, et la preuve, c'est qu'il ne touche pas, je vous cite, hein, au logiciel islamo-gauchiste. Ça, c'est la vraie question. Alors, quelle est votre... Vous pouvez nous donner des précisions? Quelle est votre position sur cette question de l'islamo-gauchisme? Ah oui, moi je suis très clair sur ce sujet-là. Je l'ai fait savoir tout à l'heure, je suis athée. J'ai écrit un livre qui s'appelait Le traité d'athéologie pour le dire. Je l'ai fait savoir régulièrement, je le redis, je le redirai avec ce livre sur Jésus. Moi je suis sur des positions effectivement franchement athées. Donc je trouve que le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, la phallocratie, la misogynie, c'est détestable, y compris quand ça vient de l'islam. Donc voilà, c'est tout ce qui me distingue des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où je dirais oui mais... C'est vrai que frapper sa femme, ça peut être défendable si ça se fait au nom de l'islam, ou éventuellement estimer que l'infériorité des femmes d'un point de vue juridique par rapport aux hommes, c'est défendable parce que... Ah non, juste le Coran, madame. Si vous voulez, si j'avais su qu'on m'interrogerait sur le Coran, je serais venu avec mes notes. Non, mais personne c'est très à gauche exactement dans le ne Coran. dit Si ça, vous lisez monsieur. le Coran... Personne ne dit ça non, à gauche. Non, mais à gauche, personne ne le dit. Mais je l'ai lu. Non, Personne personne ne ne dit le ça dit, mais à gauche. personne... Voilà. Oui, bah voilà, c'est tout. À gauche, je vous assure qu'il y a des... Ah bah oui, bon bah d'accord, dans ces cas-là, j'arrête de vous répondre, c'est ça, vous posez une question, vous dites voilà, c'est tout, c'est terminé. Moi, je vous dis que ça se dit à gauche, pas seulement dans votre petite gauche mondaine et parisienne, il y a des gens qui, à gauche, pensent effectivement, et qui me le disent, moi, au quotidien, mais monsieur, j'habite à Ambronay, un village de 1500 personnes, je n'ai pas besoin d'avoir de leçons de votre part sur mon parisianisme prétendu. Je ne suis pas parisienne. Donc je vous explique que de la gauche dans laquelle moi je suis, et qui est la NUPES, personne ne dit que c'est OK de taper sa femme quand on est musulman. Personne ne dit ça, monsieur. Michel Onfray. Formidable. Voilà. Eh bien, en Brené, vous devriez cesser d'être sourd et muette et aveugle et écouter les gens qui vous parlent sur le marché, c'est probablement, parce que c'est là que vous les rencontrerez, et ils vous diront probablement un certain nombre de choses, sauf si vous voyez avec vos tracts qui passent leur chemin, parce qu'ils savent que la chose est déjà entendue. J'ai été candidate aux élections législatives pendant 6 mois, monsieur. Michel Onfray, allez-y, attendez, qu'on puisse s'entendre. Formidable. Mais je vous dis simplement que ce sont des choses qu'on entend régulièrement en disant mais oui, il y avait à une époque une gauche qui pensait effectivement de manière très anticléricale qu'un certain nombre de choses étaient insupportables quand elles venaient du christianisme. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Mais je pense que quand ces mêmes choses insupportables viennent de l'islam, il faut le dire aussi. Oui. Alors vous, probablement, à Ambronay, votre gauche, elle est formidable et elle n'est pas islamo-gauchiste. Mais je dis simplement qu'il y a un moment donné... Mais il y a un moment donné où, effectivement, il faut aborder ces questions-là. Il faut les aborder, y compris la question de l'antisémitisme. Et moi, je vois des manifestations antisionistes, vaguement antisémites aussi parfois, où la gauche se trouve, où Mélenchon se trouve avec des gens qui portent des étoiles jaunes en estimant que les juifs d'aujourd'hui, ce sont les musulmans. C'est pas moi qui invente ça. Hein. L'islamo-gauchisme, c'est quand même un antisionisme qui est un antisémitisme. Ça, vous me dites la gauche ne le dit pas. Bah oui, mais dites-le à un certain nombre de gens qui vont dans des manifestations où on crie Allahu Akbar et où vous avez la NUPES qui est là en appui. Et comment vous comprenez-vous ce phénomène, vous, Michel Onfray? Alors justement, Michel Onfray, de ces politiques. Parce que moi je pense qu'il y a un Jean-Luc Mélenchon qui est dans une logique totalement opportuniste et que ce monsieur a été 25 ans sénateur socialiste, qu'il était contre Maastricht, enfin qu'il était pour Maastricht, qu'il était contre les Maastrichtiens, qu'il a même accablé à l'époque les Danois qui étaient contre le traité de Maastricht, puis un jour il a dit ben voilà, je roule pour moi-même et je vais être président de la République, donc un temps il a été jaurésien, puis après il a été gaulliste, puis il a vu que ça marchait pas, et puis il a vu effectivement qu'il y avait un logiciel islamo-gauchiste et il a converti un certain nombre de gens qui derrière lui sont des convertis.
C'est-à-dire que les gens qui le suivent depuis 20 ans, eh bien, ils ont été socialistes mitterrandiens défendant Maastricht, puis ils ont été jaurétiens, puis ils ont été gaullistes de gauche, puis maintenant ils sont islamo-gauchistes. Et puis si un jour Jean-Luc Mélenchon passait à un autre type d'alliance, il passerait aussi à un autre type d'alliance. C'est le principe du militant. Le militant, il n'est pas là pour penser, il est là pour obéir. Il est là pour dire quels sont les éléments de langage qu'on m'a donnés. Maintenant, l'élément de langage, il est plus jaurétien, il est plus gaulliste, il est islamo-gauchiste, donc on y va. Donc démographiquement, on sait très bien qu'il y a des voix à aller chercher, qu'il y a des votes à trouver. C'est de la politique politicienne. Il nous reste un petit peu plus de 4 minutes. Je vais demander à nos GGMO des questions courtes. Et s'il vous plaît, à vous également, Michel Onfray, des réponses courtes. Clément Vérénal. Oui, alors toujours sur cette question de l'islam, l'une des polémiques qui se déroule, vous le savez, en France aujourd'hui, c'est la polémique dite des abayas. Vous savez, ces robes amples que l'on retrouve dans les écoles, qui sont des vêtements islamiques, mais qui ne sont pas visés par la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Alors il semblerait qu'il y ait... Alors il y a des gens qui disent qu'il y a une vague islamiste qui pousse les élèves à porter ces abayas. Certains critiquent aussi le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, disant qu'il fait preuve d'une certaine mollesse ou d'une certaine tolérance. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène et qu'est-ce que vous pensez que devrait faire le ministre de l'Éducation nationale ? Moi, je pense que ce n'est pas au ministre de l'Éducation nationale de régler ce problème-là. C'est normalement à un chef d'État d'avoir une véritable politique sur ce sujet. J'ai dit il y a très longtemps, à l'époque du voile, que le problème, c'était pas ce qu'on avait sur la tête, mais ce qu'on avait dans la tête. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je veux dire, il se passe des choses avec ce voile qui suppose l'instrumentalisation. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir que font ces jeunes filles, pourquoi elles le font, ce qu'elles revendiquent quand elles le font. Parce qu'on peut être chez Platon, quoi, et dire alors pour ou contre le voile, et puis on a un bouton vert, un bouton rouge, et puis voilà. Moi, je voudrais savoir ce que ça signifie véritablement et qu'on puisse, après ça, en parler. Je suis toujours dans des logiques d'éducation populaire. Je suis pour qu'on fasse connaître le Coran, qu'on fasse connaître les hadiths du prophète, qu'on fasse connaître la sira, c'est-à-dire la vie du prophète, qu'on fasse savoir ce qui se trouve vraiment dans la Bible, dans le Coran, pardon, ce que sont les interdits, quelles sont les natures des interdits, pour qu'on sache vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Qu'on arrête de fantasmer en disant à gauche que c'est toujours formidable et à droite que c'est toujours détestable. Juste dire, mais c'est quoi le Coran? C'est quoi l'islam? Qu'est-ce qui se trouve véritablement dans le Coran? Et puis après qu'on voit bien que des gens avancent leur pion en disant bon ben voilà, une fois ça va être le voile, puis après ça va être le burkini, puis après ça, et puis qu'on fasse une réponse politique et que une fois que les gens se trouvent informés, on puisse les solliciter. Moi je suis un démocrate et ma gauche elle est aussi référendaire, c'est-à-dire que je pense qu'il faut éclairer les débats, avoir des débats et pas des insultes et pas mépriser les gens. Et quand on aura débattu, donner les arguments, demander au peuple ce qu'il souhaite, ce qu'il veut et légiférer avec le peuple. C'est pas au ministre de l'Éducation nationale de régler ce genre de problème, c'est à un chef de l'État qui devrait engager une politique de la nation sur ce sujet. Il nous reste 2 minutes. Loumir Laprès, la dernière question. Très courte votre question, Loumir, s'il vous plaît. Vous dites, en gros, mais avec de plus jolis mots que moi, que le dérèglement climatique auquel on fait face aujourd'hui n'est pas dû à l'activité humaine. Je vous cite, sinon, quid des périodes glaciaires. Est-ce que vous savez que vous êtes en désaccord avec 100% des scientifiques quand vous dites ça ? 100% des scientifiques du GIEC, oui. Mais quand on sait comment le GIEC est constitué, d'abord, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le réchauffement climatique, et vous m'avez bizarrement lu. Oui, mais je sais pas d'où vous sortez ça, ce qu'il a dit avant. Moi, je sais ce que je pense, je vous assure, et je suis un grand garçon, j'assume ce que je dis, j'assume ce que j'écris. Et je sais ce que je pense depuis très longtemps. Non, bah, permettez que je vais vous préciser ma pensée en vous disant que je ne pense pas ça. Je vous dis très précisément qu'il y a un réchauffement climatique et que je ne le nie pas, et que je dis qu'il existe des explications astrophysiques, et que ces explications astrophysiques, on ne les convoque jamais, en estimant qu'il y a une responsabilité humaine, ce que je pense également. Je dis simplement, j'aimerais savoir quelle est la part. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de réflexion. C'est une question philosophiquement interdite, épistémologiquement interdite. Quelle est la part de l'homme dans le réchauffement et le refroidissement climatique? Je dis simplement que quand il y a des séries de réchauffement et de refroidissement de la planète alors que l'homme n'est pas sur la planète, on ne peut pas incriminer les hommes. Donc je pose juste une question d'épistémologie. Et les fameux scientifiques dont vous me parlez, ils ne font pas d'épistémologie, la plupart du temps ils font de la politique politicienne. Merci Michel Onfray, ce sera donc le mot de ce grand oral. Non, vous qu'Éric Zemmour qualifie de rat des champs quand lui dit de lui-même qu'il est rat des villes. Finalement, vous ne ferez donc rien ensemble puisque vous confirmez ce soir que vous ne voulez tracer aucune voie politique. En tout cas, c'est ce qu'il écrivait dans son dernier ouvrage vous concernant. Merci Michel Onfray. Merci.
À très bientôt pour un prochain Grand Oral. Merci également Lumière Lapré et Merci Clément beaucoup. Vérénal. Et évidemment, nous, on se retrouve demain soir pour un prochain débat des GGMO. À demain.